Souhaite être reconnu. Euh, je pense qu'il souhaite être reconnu, oui. Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Euh, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il veut être reconnu en tant que quoi? En tant qu'opposant, Hmm. opposant politique. Hmm. Non. On va le prendre à l'envers. Dans un groupe, dans une masse, la psychologie des foules, Mm. la psychologie des gens qui sont en groupe. Leur problème, c'est quoi? Quand vous faites partie d'un groupe ou d'une masse, Mm. quel est votre problème? Ah bah, justement, se distinguer de la masse. Ben oui. Donc, les gilets jaunes, si on tient ce discours, ce raisonnement, qu'est-ce qu'ils veulent? Être individuellement reconnu. Être individuellement reconnus. C'est un paradoxe. Voilà des gens qui se présentent comme un mouvement de masse, et quelque part, leur problème numéro un, en réalité, c'est d'être individuellement reconnus. Mm. Mais ils ne le disent pas comme ça. Mm. Donc, ils ne l'avouent pas parce que dire ah moi je voudrais bien qu'on me reconnaisse individuellement, Mm. ça fait bizarre. Donc ils disent on veut être reconnu parce qu'en français quand on dit on veut être reconnu ça peut vouloir dire tout et rien et Mm. n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce on veut être reconnu? C'est le on collectif, ça peut être aussi l'individu, etc. Mm. Enfin, vous êtes assez perspicace effectivement. Et donc finalement pourquoi est-ce qu'ils ont le sentiment de ne pas être reconnus individuellement? Comment peut-on être reconnu individuellement d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire un groupe de gens, ou une masse de gens, ou une ville? Qu'est-ce que ça veut dire être reconnu? Est-ce que cette attente d'être reconnu individuellement, est-ce qu'elle est viable? Ou comment peut-elle l'être? On veut pas, on peut vous filmer, enfin, éventuellement, d'accord. Comment peut-elle l'être? Et quand est-ce qu'elle Euh, l'est? Alors voilà, je ne veux pas vous mettre trop sur la voie. ouais. Donc on va prendre ce paradoxe. Mm. On est un groupe, et comme vous le dites vous-même, le problème du groupe, c'est que chacun soit reconnu. Mm. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont le sentiment qu'on ne les reconnaît pas individuellement? Ce qui est une demande presque utopique. Mm. Qu'est-ce que c'est pour un groupe de vouloir être reconnu individuellement? Mm. Vous imaginez? Ouais. Bon. Donc ils ont une souffrance individuelle Mm. et qui s'exprime par un mouvement collectif Mm. qui est à la fois la solution et le problème. Mm. Parce que quand je suis dans le collectif, je disparais individuellement. Mm. Donc on voit que c'est très intriqué Il leurs n'y a pas attentes. de. Ils sont pas arrivés à désigner des responsables d'un mouvement. Non mais ça c'est un autre problème. Mm. Je parle de la carrément. Attends, je pose une question. Dans la vie politique, comment font les politiques pour donner l'impression ou l'illusion que les gens sont reconnus individuellement? Euh, des fois, ils discutent individuellement avec eux, Voilà, ils prennent les gens à part, voilà, c'est ça. Et font ça des se passe prises où? Ça se passe dans quels endroits? Ça se passe comment? en public, Mais dans en- quoi? Dans où? Dans dans, Qu'est-ce lorsque qui, je. quels étaient les hommes politiques qui avaient un certain talent pour parler comme ça avec les gens, leur donner l'impression qu'ils les connaissaient personnellement, individuellement, Chaque homme politique essaie de faire ça. voilà. Mais le problème avec les gens de En Marche, c'est que eux, ne sont pas des gens de terrain. Mm. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils connaissaient, parce qu'ils étaient en rapport avec les gens sur place. Mm. Ils ont été élus parce qu'ils étaient patronnés par Macron. Ouais. Donc, quel est le nœud de la crise, là, quel est du problème? C'est parce qu'ils savent pas ils savent pas faire ce que les autres hommes politiques savaient faire. Voilà. Ils savoir discuter individuellement avec le peuple. Ils ne connaissent pas le nom des personnes sur les marchés, ils disent pas, voilà, ah bonjour madame machin, bonjour monsieur Mm. truc, etc. Ouais. En réalité, c'est ça qui leur manque. Mm. Alors, comment ça s'appelle comment pourrait-on appeler une politique qui s'occupe de donner cette impression de reconnaissance individuelle? Euh, Une politique Proximité. de proximité. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de politique de proximité, les gens ne se sentent pas reconnus Mm. euh, individuellement. Mm.
Ça n'a pas été dit dans l'analyse des des mouvements. Parce que justement, on est perdu. On imagine mal des gens en groupe souffrir de ne pas être reconnus. Parce que si vous comprenez les choses, au premier degré, vous dites, bon, on ne veut pas être reconnu, on voudrait être reconnu en tant que gilet jaune. Alors, c'est pas du tout ça la demande. En réalité, on souffre de ne pas être reconnu là où on est par des gens qui s'occupent de nous, qui nous parlent, qui connaissent nos problèmes. Donc, c'est des gens qui, forcément, sont dans la proximité. C'est pas à Paris qui vont être reconnus individuellement. Puisque il faut que les gens aient l'habitude de vous rencontrer, de vous connaître. Et inversement, quel est le problème de l'élite? C'est qu'elle est déconnectée. Non, mais quelle est la souffrance de l'élite? Si la souffrance du peuple, c'est de ne pas être reconnu au niveau individuel, la souffrance de l'élite, C'est de. attention, faites attention à ce que vous dites. Euh, Si on est dans la symétrie ou l'antinomie, c'est ce qu'on appelle, c'est la psychosociologie. C'est-à-dire si on ne comprend pas la psychosociologie du peuple, la psychosociologie de l'élite, on ne comprend pas ce qui se passe finalement. Alors quel est le drame? Si le drame du peuple, c'est d'être tous pareils quelque part, des individus lambda, et qui voudraient qu'on leur donne l'impression qu'ils existent individuellement, quel est l'inverse de cette situation? C'est. Vous savez, moi, je connais pas suffisamment l'élite. Non, mais c'est pas. Non, mais bon, alors imaginez, si on parle de l'inverse, si le peuple fonctionne d'une certaine manière, l'élite, elle fonctionne d'une manière inverse. Ouais. Donc c'est quoi l'inverse? Les gens qui. Si le peuple souffre de ne pas être reconnu individuellement, l'élite souffre de ne pas être reconnue Collectivement. collectivement. Ça veut dire quoi? Prenez des. Bon, disons que le peuple, lui, son problème, c'est qu'il dit tous la même chose. Bon, ils disent tous la même chose, ils font tous la même chose, ils se répètent. L'élite, elle fonctionne pas comme ça. Donc elle n'a pas le sentiment. Au fond, il y a un problème le problème inverse du collectif, c'est ils sont trop individuels. Ils sont trop individuels. Et ils n'arrivent pas à former un groupe. Parce que l'élite, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un groupe soudé. C'est pas un groupe soudé. Parce que la vraie élite, c'est des gens qui sont complètement autonomes, indépendants. Donc leur revendication, c'est au contraire de ne pas avoir le sentiment d'être porté par un consensus. Parce que quand vous êtes en avance dans une recherche, vous êtes tout seul. Donc finalement, les gens d'en bas veulent être reconnus comme le sont les gens d'en haut. Parce que les gens d'en haut, ils sont mieux reconnus individuellement. Donc chacun veut l'opposé de ce qu'il a. Mais c'est quand même un phénomène de mimétisme, en fin de compte. Quand les gilets jaunes disent on veut être reconnu, ça voudrait dire je voudrais être reconnu comme telle et telle vedette de la télévision ou tel prix Nobel, etc. Donc c'est une attente complètement utopique quelque part. Et ce que je crois qu'il est important pour neutraliser le phénomène des gilets jaunes, c'est de le comprendre et de l'analyser. Jusqu'à présent, on n'a pas analysé. C'est un peu de la psychanalyse, quand vous analysez exactement le problème des gens, quelque chose qui se débloque, et qui se défait. C'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas trop penché sur le problème des gilets jaunes. J'en ai souffert, parce qu'ils m'empêchaient de prendre le bus aux Pyrénées-Orientales. Ils bloquaient les bus. Donc, certains jours, il n'y avait pas de bus qui passaient. Non, mais que ce soit les gilets jaunes ou autre chose, de toute façon, les phénomènes de masse, ça existe. On en a parlé déjà, il y a des gens qui fonctionnent à très court terme, au niveau de leurs petits problèmes immédiats. Alors, revenons à un autre sujet qui va dans le même sens.
pourquoi est-ce que le problème pourquoi il y a un problème du pouvoir d'achat? Pourquoi les gens souffrent de manquer de pouvoir d'achat? Psychanalytiquement. Bah, j'ai noté que les impôts, Qu'est-ce que ça veut dire quand vous achetez quelque chose? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? il y a une hausse des prix. Hmm. Bon, ils ont le vote, ils ont le droit de vote. Est-ce que le pouvoir d'achat, c'est un droit de vote? Non, ça dépend des facteurs économiques. Et c'est. Mais Les gens, justement, ils ont du mal à boucler les fins de mois. comment? Ils ont du mal à boucler les fins de Non, mois. mais attendez, vous répétez alors justement à ce sujet. Euh, il ne faut pas répéter des mots d'ordre comme ça, des slogans, etc. Euh, est-ce qu'on peut vérifier ce qu'ils disent? Euh, Par exemple, quelqu'un qui est un personnage public, mm, on sait exactement ce qu'il fait. ouais. Il a une visibilité. Mm, Le personnage privé, le personnage lambda, il n'a pas de visibilité. mm, Donc il peut raconter n'importe quoi. mm. Peut-être qu'ils disent n'importe quoi. Vous pensez qu'il pourrait raconter n'importe quoi? Et puisque quand vous êtes dans le privé, vous êtes dans le secret. Mm, Les hommes publics, ils ne sont pas dans le secret. On les attaque parce qu'on sait des choses sur eux. Eux, ils sont dans le secret. mm, Donc ils peuvent raconter n'importe quoi. mm, Ils peuvent raconter n'importe quoi. Alors si vous leur dites, on va vérifier, mm. qu'est-ce qu'ils vont répondre? Alors vous dites ça, moi, attendez, on va vérifier votre feuille, on va vérifier vos relevés bancaires pour voir exactement si c'est vrai ce que vous dites. Vous croyez qu'ils vont aimer? Non. Il faudrait savoir. Ils parlent de transparence. Mm. Eux, ils sont transparents? Oui, c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour les déstabiliser. Mais j'ai pas envie de polémiquer, mais d'un mot, les personnages publics, l'élite ou une certaine forme d'élite, ils sont pas si transparents que ça. Bah, ils sont beaucoup plus transparents que le commun des mortels. Mais ils ont des moyens de. Oui. Bon, Oui, mais enfin, globalement, ouais. ils sont sous les feux des projecteurs. Ouais, ouais. On connaît leur carrière. Ils ne sont pas des inconnus, ils ne sont pas des anonymes. Par opposition à ce troupeau de gilets jaunes dont individuellement on ne sait rien. Mm. On ne sait rien sur eux. Alors vous avez répondu, si on leur demande des comptes, ils vont répondre. Donc c'est quelqu'un qui vous dit j'arrive pas à boucler mes fins de mois, vous lui demandez mais prouvez-le-moi. Mais collectivement, enfin, j'ai pas envie de se fâcher, mais pour relativiser un tout petit peu, collectivement, on a une certaine idée de un peu classe moyenne, en gros, de leurs possibilités. C'est-à-dire, il y en a, ils vont s'abonner à 36 journaux, d'autres pas, mais en gros, tu vois à peu près la fourchette dans laquelle ils se meuvent. C'est entre 1200 et 2000. Non, mais la somme, elle ne fait pas. Oui, elle fait pas question la somme. Oui, oui. La question de savoir ce qu'ils en font de cette somme. Ouais, ouais. Bon, ça, certains, il y a une chose qu'on sait, c'est à peu près combien ils gagnent. Par contre, comment cet argent est utilisé, comment il est bouffé, dans tous les sens du terme, parce qu'ils parlent ils n'arrivent pas à bouffer, mais est-ce qu'ils ne bouffent pas leur argent? Est-ce qu'ils ne bouffent pas en dépensant par des processus de mimétisme, justement? On veut acheter ceci, on veut acheter cela, les gosses veulent ceci, les gosses veulent cela. On parle, donc le mimétisme, ça coûte très cher, le mimétisme. L'importation, ça coûte très cher. Dès que vous voulez un truc que vous n'avez pas, vous payez pour compenser. Mais par moments, ils ne sont pas fautifs de ça. C'est le marketing et tout, c'est le système qui fait que... Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, ouais. Mais ça ne change rien au problème. Ouais, ouais. Bon, alors effectivement, il y en a qui arrivent à résister ou pas. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est inavouable. Leur façon d'utiliser leur argent est inavouable. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas du tout envie de reconnaître exactement comment ils le dépensent. Alors quand il y a des gens qui vous disent, qu'encore hier, j'ai entendu un type qui disait « Ah oui, on crève la dalle, on crève de faim », ça ne veut rien dire. S'il y a bien une chose qu'on peut arriver à faire, c'est bouffer. Hein, on peut même, il y a des gens qui bouffent avec 3 euros par jour. Donc ça, c'est déjà une dramatisation complètement débile de leurs problèmes. Hein. Donc on est en pleine dans la démagogie ici.
Mais moi, ce qui m'intéresse, vous connaissez la parabole des Horaces et des Curiaces, qui est lettré? Tout à fait. C'est l'Antiquité romaine. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il y a eu une bataille entre les Horaces et Curiaces. Mhm. Et il y a, je ne sais plus qui gagnait à un moment, il restait un combattant du côté Des Horaces. des Horaces. Et 3 du côté des Curiaces, par Eh bien, exemple. il a commencé à fuir. Mhm. Et il s'est débrouillé pour que les 3 Curiaces Se séparent. se séparent. Il les a battus. Il les a attaqués individuellement. Ouais. Ben, c'est une bonne stratégie. Il faut prendre chaque gilet jaune séparément et lui demander des comptes et pas les affronter globalement. Donc voilà, on pourrait imaginer un truc qui serait étonnant. Vous savez, on discute avec un gilet jaune ou une dizaine de gilets jaunes comme ça, avec une caméra cachée. On leur dit, mais expliquez-nous un peu vos problèmes, montrez-moi vos papiers, vos relevés bancaires, vos virements. Et puis on verrait exactement ce qu'il en est, et ça ferait scandale. Parce qu'on s'apercevrait que, bon, ils ont des dépenses complètement folles, ils ont pris des emprunts invraisemblables, etc. Et qu'après, bon, bah, ils essayent qu'il y ait une espèce de deus ex machina qui arrive et qui sauve leur mise, etc. Bon. Donc, vous savez, moi, je prépare toute une stratégie comme ça de démolition des gilets jaunes, qui est liée à la lutte des classes, quelque part, bien sûr. En même temps, c'est eux qui votent. Alors justement, revenons à la question. Alors, le pouvoir d'achat, à votre avis, Philippe, le pouvoir d'achat, pourquoi c'est important le pouvoir d'achat? Pour eux, pour leur vécu. Oui, mais pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça leur apporte de pouvoir acheter? Parce que finalement, c'est le syndrome de l'achat. Et qu'est-ce que ça veut dire acheter? C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, mais vous avez mal répondu. En quoi le fait d'acheter, ça ressemble au droit de vote? C'est pas deux choses différentes. Quand vous achetez, On choisit. ouais, vous vous exprimez. On choisit. Vous exprimez quelque chose. Vous exprimez un pouvoir. Un pouvoir voilà, vous faites un choix de produit de la même façon que quand vous votez, vous choisissez pour un candidat. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas exercer ce pouvoir. On ne peut pas choisir. Voilà. C'est ça qu'il faut dire aussi, voyez-vous, c'est que c'est pas différent. Si j'ai pas de pouvoir d'achat, je peux, parce que les gens ils veulent pas simplement exercer une fois de temps en temps leur pouvoir, le droit de vote, ils veulent aussi pouvoir régulièrement et presque quotidiennement montrer qu'ils peuvent voter au niveau de l'achat. Et sous un autre angle, mais tu vas dire que ce n'est pas ta problématique. Sous un autre angle, je vais être hors sujet par rapport à ton attente, mais ça me fait penser à la chose suivante, c'est l'avoir et l'être. Il y a si peu d'être et de ce qu'on peut présupposer. Souvent, il y a une telle indigence au niveau de la vie intérieure que dans le monde d'aujourd'hui, très matérialiste, il compense par de l'avoir. Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que l'élite est beaucoup plus dans l'être et le peuple dans l'avoir, de toute façon. Par moments, ils font un peu semblant. Il y a élite et élite. Non, mais je veux dire, la véritable élite, ce sont des gens qui sont dans une recherche personnelle très puissante, où ils s'expriment fortement leur individualité, et donc, quelque part, ils ne sont pas en train de vouloir simplement... Parce que normalement, l'élite, elle est même pas dans l'achat, l'élite. Elle est dans la production, elle est dans la création. Donc, voilà, donc il ne s'agit pas d'acheter c'est même pas du tout le problème. Et c'est ça qui... Alors, pour continuer et terminer sur ce débat, qu'est-ce que vous pensez? Alors, on va employer un autre mot qui est cher à Étienne Chouard. Qu'est-ce que c'est que le débat sur la représentation? Le débat sur la représentation. Tout à l'heure, on parlait du débat sur la reconnaissance. Maintenant, on passe à la représentation. Quel est le faux débat, quel est le vrai débat sur la représentation? Et à votre avis, le rôle des élections, ça sert à quoi? Marc Fontaine. Ça sert à choisir des représentants. Oui, des représentants. Pour faire quoi? Pour discuter faire remonter ses intérêts, faire remonter ses attentes, faire remonter... Non. Voilà, c'est ce qu'on dit. Vous savez qu'en anglais, et aux États-Unis et en Angleterre, comment est-ce qu'on désigne les députés? Comment on les appelle? Et en Angleterre,
sénateurs aux États-Unis qu'on appelle les députés. Mhm. Euh, On les appelle pas des représentants. Enfin, oui, il y a la Chambre des représentants, mais comment on appelle quelqu'un qui est membre du Congrès? On dit congressman, et on dit a member of parliament. Donc on ne dit pas les députés en Angleterre, on ne dit pas je suis MP, je suis membre, member of parliament, ce qui est beaucoup moins ambigu que député. Bon. Donc à quoi sert le vote? Bon, la question, je la relance encore une fois. À quoi ça sert réellement le vote? Quand on est élu un président de la République, c'est pour faire quoi? Ça sert à quoi? Quand on élit quelqu'un, par exemple, dans une primaire socialiste ou de droite, ça sert à quoi l'élection? C'est à quelle fonction? Le délégué. Justement pas. C'est un autre mot qui convient. Est-ce qu'on a nommé Macron est-ce qu'il est délégué, Macron? Est-ce qu'il est président public? Il est délégué par le peuple? Il est délégué pour faire quoi? Il est délégué pour... À quel niveau il est délégué? Pour s'occuper des affaires régaliennes, Oui, voilà. Il est délégué pour gouverner. pour gouverner. Il n'est pas élu pour représenter. Vous voyez la différence? Quand Sarkozy a été élu en... Asseyez-vous, truc. Quand Sarkozy a été élu en 2005, en 2007, est-ce qu'il a été élu sur un programme précis ou est-ce qu'il a été élu pour gouverner? Il a été élu pour gouverner. Voilà. On élit quelqu'un parce qu'on pense qu'il est capable de gouverner. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'avait pas prévu, quand on a élu Sarkozy en 2007, qu'il allait y avoir la crise des subprimes. On n'avait pas prévu qu'il y aurait la crise ukrainienne. Donc on n'élit pas des gens sur des programmes. On élit des personnalités. Mais dans le même temps, en particulier un mouvement comme les bonnets jaunes, ils ne veulent pas que ça soit un blanc-seing pour toute la période du mandat. Voilà. De plus en plus, peut-être à tes yeux parce que c'est des gens de rien, mais ils disent à tout moment, si c'est trop en contradiction par rapport à nos désirs, nos intentions, on veut avoir un droit de regard. Non mais attendez, jusqu'à C'est preuve. leur discours. Oui, non mais De plus en attendez, plus. il a quand même été élu. Oui. Bon, donc où est le problème? Il a été élu et on dit que c'est comme s'il n'avait pas été élu en fait. Oui, mais tout ça vient. On ne comprend pas très bien. Oui, mais tout ça vient un peu de bon sens. Tout simple, au ras des pâquerettes, c'est que comme il y a une crise qui tend, en tout cas c'est le ressenti de ces gens-là, comme il y a une crise qui perdure et qui s'aggrave, il y a comme un mécontentement profond, et tout d'un coup c'est plus de bon sens. On veut même quasiment à tout moment, ou dans des périodes, pour des laps de temps de plus en plus courts, on veut te contrôler, Oui. on veut te remettre en cause. Il y a tout ce mécontentement qui est en train de ressortir à cause du contexte. Bon, alors on va discuter calmement. On va discuter calmement de ce point. Excusez-moi. Asseyez-vous, venez avec nous, joignez-nous. Alors, vous écoutez ce qu'il a dit, Philippe, peut-être plus ou moins? Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de son... Comment il dit? Vous êtes d'accord ou vous pensez qu'il faut compléter un peu? Qu'on puisse se contrôler en permanence, et qu'on puisse se remettre en question, que tout ce qui a été fait jusque-là soit remis en question. Et leur réaction serait autre si on était en période d'expansion et de facilité. Là, il y a tout ce mécontentement qui remonte. Oui, alors, excusez-moi, premièrement, en vous écoutant, vous pouvez l'apprendre un petit peu parce que j'apparaisse aussi dans le débat. Il y a un point qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que apparemment, je ne dis pas que la situation s'est améliorée, mais elle ne s'est pas fondamentalement dégradée. Je veux dire, on n'est pas dans une crise économique extraordinaire. Bon. Donc on ne voit pas très bien le problème. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Pour l'instant, leurs effets négatifs ne sont pas très évidents, leurs effets positifs non plus. Donc on est dans une espèce de résultat un petit peu neutre. On ne peut pas dire depuis un an la situation des gens. Non, c'est là qu'on est dans une
on est dans une dramaturgie complètement fantasmatique, là. C'est subjectif, mais j'ai l'impression que eux, je me mets à leur place. Non, je me prononce mais même pour le pas, moment. ils se sont montés la Ils tête. ont l'impression que l'avenir est plus flou. La définition, les contours, il y a une perte de confiance. Il y a par exemple un truc qui revient souvent, pas que chez eux, même chez certains spécialistes dans différents domaines. L'avenir risque d'être plus difficile et compromis pour leurs enfants que pour eux-mêmes. Oui. À partir de là, un mot des jeunes d'aujourd'hui, ils se mettent à flipper. Oui, mais enfin, ça s'est pas déclenché en un an. Je veux dire, c'est un autre problème à un niveau beaucoup plus global. Bon, donc ça ne résout pas leur désarroi. T'es chez Max. Alors, donc je rebondis sur ce que dit Philippe Friedman. La règle du jeu, bon, on rappelle les règles du jeu, on élit quelqu'un pour qu'il trouve des solutions, mais on ne va pas lui donner les solutions. Hein. Si je décide, par exemple, si on fait un programme pour envoyer des gens sur la Lune et qu'on le fait voter, c'est pas les gens qui ont voté qui vont décider comment on va envoyer les gens sur la Lune. Ça pose des problèmes de technologie extrêmement pointus, et dans le domaine constitutionnel ou dans le domaine économique, c'est pareil. Donc on ne voit pas très bien. Bon, moi je dis, on élit des gens pour qu'ils trouvent des solutions. Mais c'est pas le peuple qui donne les solutions, de toute façon. Ça a toujours été comme ça. Donc là, il y a une espèce d'hubris, enfin d'exagération dans le... Voilà. Alors, mais ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure, c'est qu'on joue sur le mot représentation. Au sein. Et Chouard, il a introduit la notion de représenter. Nous sommes des représentés par nos représentants. Donc on réduit les députés et les élus à des représentants de la volonté populaire. Donc ça, c'est une lecture délirante de tout le système politique existant. On se demande, c'est presque de l'anarchie, quelque part, le discours. En tout cas, c'est du populisme. Oui. Mais alors on revient à la question, on va récapituler. Il n'y a pas eu de politique de proximité, et que leur vrai problème, c'est ça. Parce que derrière tout ce qu'ils peuvent raconter, leur vrai problème, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est arrogant, qu'on ne s'occupe pas d'eux individuellement. Donc je remets le d'ego. Voilà, ils ont un problème d'ego parce qu'ils ont été quand même dans le passé chouchoutés par les députés, par les maires, par les élus locaux, qui savaient leur parler, qui savaient leur dire qu'ils se souvenaient d'eux, etc. Et cette forme de relation, elle s'est défaite. En fin de compte, c'est ce qu'il faut reconstruire. C'est pas la question de... En fin de compte, tout le reste, ce sont des paroles. En réalité, c'est ça. Alors la question que je pose, mes chers amis, c'est pourquoi ça s'est défait. Ça, c'est la question subsidiaire. Est-ce que on peut dire que Macron, le personnage de Macron a un rôle dans ça? Parce que c'est un personnage qui était ministre de l'économie sous Hollande et qui n'a jamais été élu. Son parcours personnel, c'est celui d'un banquier, c'est celui de quelqu'un qui n'a pas suivi la même trajectoire que les autres hommes politiques et qui a eu des ambitions personnelles. Il ne connaît pas ce que c'est que la politique de proximité. Voilà. Ça, c'est un fait. Non seulement pour lui, mais il ne connaît pas l'importance de la politique de proximité dans le fonctionnement d'un pays. Donc ça, c'est effectivement un fait. Mais on pourrait vous répondre pourquoi tous ces gens qui ont cette capacité de politique de proximité, pourquoi ils ne la mettent pas en œuvre. Tout ne dépend pas de Macron. Il y a une crise de la politique de proximité. Pourquoi? Déjà, je ne sais pas ce que vous répondrez pas à cette question. Parce que justement, le problème, c'est un problème cyclique. C'est la famille abondante, c'est des acabondants. C'est-à-dire que cycliquement, toute fonction, quelle qu'elle soit, passe par des phases de vacances, des phases d'attente. Donc, il suffit que pendant un temps relativement court, il y a une fonction qui ne soit plus là dans le corps social, pour qu'il y a une sorte de détérioration qui peut arriver à la panique. Vous connaissez la fable de La Fontaine?
l'estomac. L'estomac, non. En fait, c'est la famille de Bruce Lee, c'est ça le secret. Je me plais. Je peux dire qu'il a la tête avec les mains. Il a fait une, je l'ai mis en ligne, parce que je l'ai envie d'ailleurs. Mais les nanas, L'estomac, c'est Gaster, c'est-à-dire qu'il montre Ah oui, c'est sûr que, que, vu tous les, voilà, c'est sûr que par à rapport un moment aux autres, donné, les, Moi, je vais boxer des séances, les gens, hein. les membres du corps j'ai peur que ça se soit pas plaignent bon que pour toi, Gaster a parce trop que d'importance. Alors, J'ai peur que il Dalfa, faut tu qu'il y a, fasses etc. son laser. Et en fin de compte, quand Gaster ne fait plus rien, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien non Il plus. descend d'alphabet. Et déjà sous Louis XIV, on avait compris ce problème-là. Il y avait des gens qui protestaient, disant mais quoi sert le pouvoir, etc. Et donc La Fontaine a construit cette phrase qui compare le corps social à un corps physique. Et effectivement, bon, voilà. Moi, je pourrais te répondre, mais tu aimeras pas Jean-Jacques qui paye. ce type de réponse en mettant en relation ce cycle avec le cycle économique. Mais ça serait la réponse infrastructure, économique et tout, un truc, une explication de type marxiste. Oui. Ça arrive à un moment où on n'est pas en expansion, c'est pas les 30 glorieuses. Oui. Mais ça n'explique pas la carence de la politique de proximité. La politique de proximité, c'est pas simplement un problème économique. La politique de proximité, ce sont des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui, sur place, autour d'eux, connaissent les gens, connaissent leurs prénoms, connaissent leurs problèmes, connaissent leur famille. Voilà. Oui, mais- Ça va au-delà des questions économiques. Mais quand on devient plus que jamais un jouet des grandes forces de la haute finance, on a, même quand on a l'art comme Jacques Chirac, s'il y avait un nouveau Jacques Chirac, Même François Hollande. parler au peuple et tout d'un coup on n'a plus les mots, paradoxalement on n'a plus grand chose à leur dire, parce que ça serait terrible aussi. Le discours, il passerait difficilement. Non, mais est-ce que les gens, quand Oui. on dit reconnaître, ça va pas plus loin que bonjour monsieur Friedman, Oui, oui. bonjour monsieur Oui, ça, Fontaine, ils ont- c'est pas, il n'y a pas forcément Le des fond. promesses économiques, etc. Ouais, ouais. Simplement, Même je ça, veux être ils l'ont reconnu, plus. on me voit dans la rue, on dit voilà, je sais qui vous êtes. Et même ça, ils l'ont plus. Voilà. Nos dirigeants. Et ça, c'est pas une question économique. Le pourquoi. Mais le pourquoi, c'est tout simplement qu'il y a, alors là c'est un peu technique. Non mais le pourquoi, c'est qu'il y a une fonction dans le corps social qui est là pour faire le lien, et à certains moments, cette fonction est en pause. Elle est en pause, tout simplement. Donc elle est en pause. Ça se produit très souvent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne comprend pas que ça s'est produit, ça se produit régulièrement. Même avant Macron, avant 2010, avant 2016-2017, on était également en crise politique. C'est pas par hasard que M. Hollande ne s'est pas représenté à la présidence de la République. Il savait qu'il serait battu. Non, mais la question n'est pas là. C'est que c'était quand même, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que ça se produit, qu'un sortant ne se représente pas. Mais quitte à perdre. Mais est-ce que c'est pas à cause des primaires? Mais et justement, si c'était présenté Hollande, il n'y aurait pas eu de primaire. On ne fait pas de primaire quand le candidat se représente. Est-ce que Sarkozy, quand il s'est représenté en 2012, on a fait des primaires? Non. Non, oui. Parce que le président sortant, il a le droit de se représenter. Mais c'est le Parti socialiste qui voulait faire des primaires, non? Non, mais ils en ont fait chacun de leur côté. Mais d'une manière générale, le débat, c'était de savoir si Hollande, parce que c'est quand même la première fois qu'on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un président public socialiste, depuis Mitterrand. Oui. Et quand Mitterrand s'est représenté en 88, il n'a pas eu de primaire. Non. Et quand si Hollande s'était représenté en 2012, en 2017, il n'y aurait pas eu de primaire. Donc il y avait déjà une crise. C'est pas, il faut banaliser aussi la crise. Il y avait déjà une crise sous une forme différente. Il y avait déjà une crise. Et Macron, justement, le paradoxe, c'est que Macron, justement, certains disent même que Macron, ça ressemble aux gilets jaunes que Macron. Macron, je disais à notre ami Fontaine que en 2016, quand Hollande a renoncé à se représenter, c'était déjà une crise politique, une crise de crédibilité. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président sortant ne se représente pas. Et à ce moment-là, il n'aurait même pas eu à passer par les primaires. Donc, on croit toujours que c'est des trucs spéciaux, et en réalité,
on voit que Macron, il a revitalisé, pendant un temps relativement court, il a revitalisé la cote politique, qui était très basse. Quand il est arrivé, il a presque rencontré la cote politique dans le ruisseau. Il a remonté les choses en 2016-2017. Après, c'est redescendu. Je veux dire que c'est pas un phénomène extraordinaire qui est une baisse de cote de popularité ou une baisse de cote de confiance. C'est un phénomène que je trouve, à mon avis, extrêmement banal. Et il faut rebanaliser les choses, parce que la cyclicité, ça consiste à banaliser les choses. Là, il n'y a plus de dialogue. Ouais, mais pour voir qu'est-ce cardiaque. Même le dialogue est devenu impossible. Si ce trafic, Au-delà des gilets jaunes, c'est comme une super crise de nerfs, une hystérisation, disent les médias. C'est un truc qui est devenu... Non, mais on en a dit tout à l'heure. Pardon, il y a une crise de la politique de proximité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de représentants, ils ne sont pas capables de s'organiser localement, etc., etc. Donc ils ne savent plus s'organiser au niveau local. Il y a une crise du girondisme, si on peut dire. Et donc, par conséquent, au lieu de reconnaître qu'ils ne savent pas s'organiser, ils mettent ça sur le compte de l'État. C'est toujours un double discours. Ils ne disent jamais exactement les vrais problèmes. Ils mettent ça, ils disent c'est autre chose. Au lieu de dire, ben, nous, on n'est pas... Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que maintenant, ils disent, depuis qu'on se réunit sur les ronds-points, on a redécouvert une certaine solidarité locale. Donc il y avait quelque chose il y avait un dysfonctionnement au niveau local qui s'était produit. Et c'était ça le vrai souci. Mais sous un autre prisme qui t'intéressera peut-être pas, du côté des députés, par exemple, de En Marche, elle sort pas le livre. ça va être trop subjectif pour toi, on va être dans la poésie, la subjectivité, mais ils ne regardent même pas les gars de la base, les gens du peuple, là, les gilets jaunes, dans les yeux, et ils ne parlent 9 fois sur 10 que chiffrage, comme des experts comptables. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'étaient pas en mesure, ces gens-là n'ont pas été élus comme des élus de base, comme des élus de terrain, et par conséquent, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Voilà. Mais quand on a diagnostiqué les choses, on voit que c'est très simple. Il y a un truc qui a fait défaut, qui a dysfonctionné, et la question de savoir quand est-ce que ça va refonctionner. Il suffit que la politique de proximité refonctionne pour que tout ça, ça se calme. Parce que c'est les vrais problèmes. Il y a ce que les gens disent, mais il faut toucher les vraies causes. Et les vraies causes, elles sont là. Mais il y a une telle cassure que c'est peut-être très difficile. S'ils savent pourquoi c'est faire. Il suffit, alors je vais te répondre de manière un petit peu bizarre, mais c'est logique, il suffit d'attendre. Puisque tout est cyclique, on passe par une phase. Par exemple, si je dis il fait nuit, on va attendre qu'il fasse jour. Si je dis c'est l'hiver, on va attendre qu'il fasse. Il y a un temps d'attente, et c'est cette problématique de l'attente qui est mal vécue. Parce que les gens ne savent pas combien de temps il faut attendre. Si je leur dis dans un an ça sera réglé, bon, ils comprennent que c'est dans un an. Si maintenant il y a des gens qui disent mais ça va continuer indéfiniment, alors, et on n'est pas capable de leur expliquer combien de temps ça va durer. Oui, et sur un plan très terre-à-terre, pendant ce temps-là, chaque samedi, ça dégénère de plus en plus. Le boxeur, on rentre en force dans un ministère, sur le pont, c'est un combat sans fin. Et puis le commissaire divisionnaire à Toulon, c'est un euphémisme, qui perd ses nerfs. Donc ça dérape, attention. Oui. Enfin ça c'est comme effectivement ça c'est un épiphénomène. Ah oui, bon mais non mais d'accord, mais ça c'est un épiphénomène. Mais bon, alors effectivement il y a souvent des classeurs selon la situation. Bon, mais il faut éviter d'isoler les problèmes. Isoler les événements. Aucun événement n'est unique en son genre. Et ce qui est amusant, c'est qu'actuellement les gens sont incapables de dire si ce type d'événement revient régulièrement ou pas. Et bon, on a l'impression que c'est un truc complètement unique en son genre, ce qui est complètement ridicule, même s'il a des spécificités particulières, mais il faut arriver à... Moi ce que je vois, ma thèse, c'est que ce sont les médias qui sont responsables du problème. Parce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer correctement et intelligemment ce qui se passe. À partir du moment où ils n'ont pas les bonnes grilles de lecture, ça ne peut que dégénérer. Si l'élite n'est pas capable de fournir les bonnes grilles, ça dégénère.
Certains attaquent les médias, mais d'une manière moins élaborée que toi. Ils attaquent simplement sur du quantitatif en disant les médias en font trop, les médias ne parlent que de ça, c'est le truc habituel. Toi, c'est sur un autre plan. Les médias n'analysent pas correctement. Mmh. Les analyses politiques ne sont pas à la hauteur de la situation. Ils n'ont pas les grilles Le loto. appropriées. Ah, la bourse. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il suffirait que les médias fassent leur travail intelligemment, mais ils ne peuvent pas le faire parce que eux-mêmes. Alors ça, c'est un autre problème. Eux-mêmes, la science politique elle-même, c'est une crise épistémologique, la science politique elle-même ne sait pas donner les moyens d'analyser ces phénomènes-là correctement. Ah oui, c'est du yéniche. Donc, il y a une double crise. Il y a une crise politique de proximité qui ne fonctionne pas, et en plus, la grille de lecture pour comprendre comment fonctionnent les sociétés ne fonctionne pas non plus. Donc ça fait beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais moi je dis que... Alors il y a aussi un problème, pourquoi? Est-ce que les problèmes sont les mêmes dans d'autres pays? Alors effectivement la question c'est que, est-ce que Macron... on parlait de légitimité. En France on a un problème parce que le président public et le Premier ministre, en pratique, ils sont élus de la même manière. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas élus de la même manière, mais ils sont élus dans les deux cas. À la différence de l'Angleterre. Alors le problème, c'est de savoir si on a besoin d'une monarchie, par exemple. Vous êtes monarchiste, quoi? Moi, je suis monarchiste. Ah ouais. Alors expliquez-nous, est-ce que ce serait une bonne chose est-ce que la monarchie apporte une légitimité? Marc, il te reste une minute d'interview ou pas? Non, non, non. Parlez-nous de la monarchie, alors. Comme vous en avez parlé avec Valentin aussi un peu? J'en ai parlé avec Valentin, mais lui, il ne tient pas compte du peuple. Pour lui, le peuple n'existe pas. Oui, d'accord. Alors expliquez-nous votre vision de la monarchie pour terminer en quelques minutes. En fait, pour moi, la monarchie, ça pourrait permettre d'intégrer, par exemple, de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus par la République. Par exemple, intégrer l'intégration des immigrés. Parce qu'il pourrait y avoir autant d'immigrés qu'on peut imaginer en France. À partir du moment où il y a le roi, ça reste la France. Et il ne dépend pas de l'électorat. Ça ne dépend pas de l'électorat. De toute façon, les immigrés ne votent pas non plus. Enfin bon. En République, c'est à l'heure du nom, quoi. Donc, Oui, mais ils ne votent pas. Enfin, mais le jour où ils voteront. oui, d'accord. Bon, ça c'est un argument. D'accord, oui, c'est vrai. Donc Oui. en fait, il pourrait y avoir 90% d'immigrés. Oui. Après du moment où il y a un roi, Oui. ça reste la France. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a une telle crispation au niveau sur les immigrés, puisque on se dit qu'est-ce qu'on va faire quand ils sont plus nombreux que nous. D'accord, non, mais on a compris l'argument. En République, On a compris l'argument. Mais quelle est la légitimité de la royauté? Est-ce qu'elle a une légitimité, la royauté? D'où elle sort sa légitimité? de mon Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle a reçu le blanc-seing de Dieu? Enfin, je sais pas. Alors en France, il y a le roi est sacré. Oui, il est sacré. Oui. Sacré Il est oint, il est oint, comme le Christ. comme le Christ. Oui. Et, il représente c'est un représentant de Dieu sur terre. Oui. Et, c'est ça sa légitimité. C'est le représentant de Dieu sur terre. Oui. C'est une très forte légitimité. C'est vrai que ça ne soit pas dans un état laïque. Il faut complètement changer. Mais est-ce qu'il ne faut pas que le roi ait quand même certaines aptitudes? En dehors du fait qu'il soit le roi, il faut qu'il ait... Qu'est-ce qu'on attend de lui, d'un roi? Qu'est-ce qu'on attend d'un roi? Qu'il soit compétent, qu'il gouverne. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement, les rois? Est-ce qu'ils sont de vraies compétences? Ils apprennent leur métier. Il y a un métier de roi qui s'apprend de roi en roi. Quels sont les rois qui vous impressionnent dans le monde actuel? Le monde actuel. Oui, enfin les rois, les royautés qui vous paraissent bien loties. Je sais pas. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune monarchie qui Par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est un royaume aussi. C'est un royaume, oui.
c'est vrai que c'est un royaume, c'est une monarchie absolue, hein. l'Arabie Saoudite. Oui. C'est une monarchie absolue. L'Arabie Saoudite, c'est un prince, c'est pas un roi déjà, premièrement. Excusez-moi de vous interrompre. Bah tiens, viens ici, Saïd. Non, moi Non, je ne non. veux pas être filmé. Il n'y a pas le roi, Parce il y a pas, que moi, il y je a suis pas pas, spécialiste d'Arabie il y a Saoudite. pas de, il y a pas il y a pas de roi en Arabie. Alors moi, j'en suis pas sûr, Saïd dit quelque chose d'intéressant. Oui. Il y a des Le- princes. Ben, oui, mais les princes, ils sont en dessous Le du roi. Il est mort il n'y a pas longtemps. Non. Moi, je ne savais pas. Non. Enfin, en tout cas, c'est un royaume, jusqu'à preuve du contraire. Il y a 1 an, 2 ans, non C'est son- À ma connaissance, il y a toujours. Alors, qui est-ce qui gouverne actuellement? C'est pas le prince machin, là. Lui, il est, il y a un roi au-dessus du prince actuel qui est, genre, joue le rôle de Premier ministre. Ce qu'il raconte l'autre. Il y a Mais toujours un je suis pas roi. sûr. Je suis pas sûr. Si, si, il y a un roi. Saoudite. Il est Il mort sait. il y a 2 ans, 3 ans. Ben non, c'est son frère qui a succédé. Mais je suis pas spécialiste. Le roi est mort, vive le roi, hein, c'est bien connu. C'est ça, le roi est mort, vive le roi. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est un roi qui est mort? Un mort roi, il y a toujours un successeur à un roi. Mais j'ai l'impression qu'en Arabie Saoudite, les rois sont liés à l'idéologie wahhabite Mhm. et à l'idéologie des extrémistes musulmanes. Non, mais il n'y a pas de roi. Et ils Ah, c'est font. qui le roi là Là, Ils c'est sont, vrai, mais. Ah voilà. Mais c'est pareil. Non, une reine et un roi. Oh, Une reine, c'est un pitié. règne. Un En roi, tout cas, c'est en un Angleterre, elle gouverne depuis 50 ans, la reine d'Angleterre. Si elle meurt, c'est son fils, là, ça sera un roi. Et jusqu'à présent, ça a été des reines parce que c'était comme ça. Non, 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 je suis désolé. Il y a eu 2 reines dans l'histoire de l'Angleterre, 3 reines. Voilà. C'est tout raconté. Entre Victoria et Elisabeth, il y a eu plusieurs rois que je sache. Voilà. Pourquoi vous me dites qu'il y a que des... Une principauté, à Monaco, et c'est une principauté, il y a des princes. Et le Bahreïn, c'est pareil, c'est une principauté.